bienvenue au Parfum des Chevaux. Je suis très heureuse de vous retrouver pour inaugurer cette toute nouvelle série de podcasts. À partir d'aujourd'hui, cette série s'inscrira dans une démarche entièrement dédiée au monde animal. Nous explorerons ensemble leurs facultés sensorielles, leurs émotions, les apports des neurosciences et de l'éthologie, l'olfactothérapie bien sûr, ainsi que les usages subtils de l'olfaction dans la relation entre l'humain et l'animal. Mon intention est de vous proposer un regard à la fois scientifique, sensible et ouvert, en m'appuyant sur des recherches actuelles, mon expérience de terrain et les nombreuses questions que ces rencontres avec les animaux continuent de susciter. Pour ouvrir cette série, j'ai choisi d'aborder un sujet aussi fascinant que complexe, l'hyperesthésie. Et si ce que nous considérons parfois comme une hypersensibilité était chez certaines espèces une véritable faculté d'adaptation et de perception du monde? Je vous emmène explorer cette réflexion avec moi. Je vous souhaite une très bonne écoute. Le territoire émotionnel des animaux est bien plus nuancé que nous l'imaginons. Vous constaterez que leur univers est sensible, complexe et à bien des égards similaire au nôtre. Si je me réfère à la définition du dictionnaire de la langue française, l'hyperesthésie se définit comme une augmentation anormale de la sensibilité d'un ou plusieurs sens, pouvant être physiologique ou pathologique. Finalement, ce que je constate, c'est qu'elle est considérée comme une anomalie dans la littérature. Et peut-être aurions-nous tout intérêt à considérer cette faculté comme une force, une singularité chez les autres espèces, plutôt que comme une déformation, une emphase de ce qui est ressenti. À travers cela, j'interroge votre subjectivité. Même s'il existe beaucoup d'écrits à ce sujet, je m'interroge. Est-ce que vraiment nous sommes en mesure de comparer nos facultés sensorielles à celles des autres espèces? Avec tout ce que je peux vivre au sein des séances d'olfactothérapie animale et de communication, je n'ai pas d'éléments comparatifs suffisants, certes. Je ne peux pas dire qu'une espèce requiert plus d'intelligence qu'une autre, ni que la sensibilité qu'on leur confère puisse forcément être qualifiée d'anormale. Je trouve l'apport scientifique très important pour apporter des observations, des témoignages, ainsi que des mesures concrètes qui permettent d'envisager une meilleure compréhension. Nous avons besoin de concret, de palpable, moi la première. En revanche, ce que je peux vivre depuis quelques années déjà me montre tout de même qu'il existe une part qui échappe encore à notre contrôle. Déjà, dans un premier temps, je n'ai jamais le même ressenti. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que chaque animal que je peux rencontrer a sa propre histoire, sa propre manière de communiquer, son propre regard, sa propre sensibilité. Et tout comme nous, celle-ci s'exprime de manière singulière. Je pense que nombre de propriétaires pourront corroborer ce que je suis en train de vous dire. Le neuroscientifique Jack Pansay nous explique que ces émotions sont partagées par de nombreuses espèces mammifères. Il a identifié 7 systèmes émotionnels principaux. Le premier, qu'on appelle seeking, qui est recherche, comprend la curiosité, l'exploration et la motivation. Le système fear ou peur, avec ses mécanismes neurobiologiques, notamment ceux impliqués dans l'hypervigilance. Le système care ou soin, qui correspond au lien entre la mère et son petit, ainsi qu'à l'attachement qui en découle. Le système panic grief ou panique séparation concerne les effets de la séparation et de l'isolement. Le système play, lui, ou le jeu, qui souligne l'importance du jeu dans le développement émotionnel des jeunes. Et enfin, le système rage, rage, est bien plus que la colère. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le système rage n'est pas celui d'un animal méchant ou agressif par nature. Selon Pansay, ce système s'active principalement lorsque l'animal est empêché d'agir, frustré, contraint physiquement ou perçoit une menace directe envers son intégrité. Son rôle est avant tout adaptatif. Il permet à l'animal de retrouver sa liberté d'action ou de se défendre. Chez le cheval, cela éclaire de nombreux comportements observés. Un cheval qui tire au renard, qui mord lorsqu'il est coincé, qui tape lorsqu'il ne peut plus fuir ou qui devient agressif pendant un soin douloureux.
Dans cette perspective, ces comportements ne traduisent pas nécessairement de la méchanceté, comme nous pouvons l'interpréter, mais souvent l'activation de ce système de défense qui est lié donc à la frustration, la douleur ou une restriction de mouvement. La colère n'est pas opposée à la peur. Chez de nombreuses espèces, la peur et la rage sont deux stratégies différentes face à une menace, fuir ou lutter. Il y a aussi des stratégies de sidération. Ce n'est pas vraiment une stratégie, mais c'est plutôt une manière de réagir face à l'événement qui est en face. Pour continuer sur les différents systèmes que Pansek a mis en exergue, il y a lust, c'est le désir reproducteur. Ce système correspond plus au désir sexuel et non au désir comme nous pourrions l'entendre au sens large. Il est activé par les hormones sexuelles et implique des régions telles que l'hypothalamus préoptique, l'amygdale corticomédiale et d'autres structures sous-corticales. Son rôle est d'orienter les comportements de reproduction. Donc chez le cheval, ce système est particulièrement visible chez les talons, en présence d'une jument en chaleur, chez la jument pendant l'oestrus, dans les comportements de parade, de flairage et de recherche du partenaire. Il est distinct du système seeking, celui de la recherche, mais les deux interagissent. Une des découvertes les plus marquantes que Pansek concerne sont les vocalisations ultrasoniques qui sont émises par les rats pendant le jeu. Il a interprété ces sons comme un équivalent du rire, contribuant ainsi à faire évoluer la recherche sur les émotions animales et à renforcer l'idée que de nombreuses espèces éprouvent des états affectifs comparables sur le plan neurobiologique. Si je fais le parallèle avec l'olfactothérapie, je peux retrouver ces deux systèmes, celui de la recherche qui s'active lorsqu'un cheval, un chat ou un chien manifeste sa curiosité face à une odeur inconnue, ou encore celui du système rage lorsqu'une mémoire désagréable semble s'activer au cours d'une olfaction. Cette allégation m'est personnelle, car à ce jour, à ma connaissance, aucune recherche n'a établi de lien entre les huiles essentielles et une activation directe des systèmes émotionnels décrits par Pansek. Pourquoi les chevaux semblent-ils tout ressentir à notre contact ? Pour moi, ce n'est pas un simple constat. C'est un ressenti très fort que j'éprouve auprès d'eux. Et là aussi, cela peut être très nuancé en fonction de plusieurs paramètres. Premièrement, leur personnalité. Chaque cheval est évidemment complètement différent l'un de l'autre. C'est pour cela que j'aime m'appuyer sur la médecine traditionnelle chinoise afin d'identifier leur constitution innée. Selon la constitution principale que je peux observer chez un cheval, cela peut être complètement divergent d'un cheval à un autre dans la perception de son environnement. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur mon compte Instagram le carrousel que j'ai consacré à la médecine traditionnelle chinoise. J'y détaille les traits dominants d'un cheval équilibré, mais aussi d'un cheval en déséquilibre pour chacun des 5 éléments. Comme je vous le disais, le trait de personnalité va influencer ce que le cheval ressent. Deuxièmement, son histoire de vie, les traumatismes qu'il a pu subir. Comment a-t-il été séparé de sa mère ? A-t-il subi des faits de maltraitance ? Tout cela va influencer sa perception et sa manière d'entrer en relation avec nous. Je consacrerai des podcasts plus détaillés à chacun de ces sujets. Troisièmement, l'environnement. La chaleur, par exemple. Si vous prenez l'île de la Réunion, où l'ensoleillement est quasiment constant, les juments présentent des chaleurs beaucoup plus fréquentes qu'en métropole. Cela influence forcément leur caractère et leur manière de se comporter. C'est un peu comme chez nous. Sur le plan hormonal, les bouleversements sont déjà importants. Imaginez maintenant qu'ils se reproduisent avec une fréquence presque constante. Vous pourrez aller voir également les ressources que je vous mets dans cet épisode, notamment un lien vers le compte Instagram de Lisa Pédagogique, qui a réalisé une publication très intéressante sur le cycle hormonal de la jument. Donc, quatrièmement, nous avons la condition physique. Est-ce que ce cheval présente des douleurs ponctuelles, événementielles ou chroniques, qui vont forcément influencer ses sensations et sa perception ? Quelle est également sa robustesse, sa condition physique, face à l'environnement qui lui est proposé ?
À quel type d'entraînement est-il soumis? Est-ce qu'il pratique le CSO? Est-ce un ancien cheval de course? A-t-il été arraché à son troupeau? Évolue-t-il dans des conditions climatiques qui lui sont favorables? Vit-il dans un box? A-t-il accès au paddock ou au pré? Quel est son lien avec les palefreniers, ses soigneurs, ses propriétaires, ses gardiens? Tout cela va influencer sa réceptivité à ce qu'il peut vivre. Et puis, il y a aussi l'aspect culturel, ses expériences d'apprentissage. Comment a-t-il été débourré? Dans quel pays? Dans quelle culture? Quelle est sa lignée? Comment cette lignée a-t-elle été traitée? À quelle mémoire est-il associé, qui n'a pas encore été débusquée? Je pense que nous sommes encore à une époque où nous ne soupçonnons pas tout ce que nos animaux peuvent porter sur un plan transgénérationnel, et peut-être bien au-delà, dans d'autres formes de perception. À présent, j'aimerais aborder une découverte importante, le fait que les chevaux reconnaissent nos émotions. Une étude sérieuse menée par des psychologues de l'université du Sussex a démontré que les chevaux savaient distinguer le visage d'un humain joyeux de celui d'un humain en colère. À travers cette expérience, les chercheurs ont mis en évidence plusieurs réactions caractéristiques. Lorsqu'ils observaient un visage en colère, les chevaux présentaient une augmentation de leur fréquence cardiaque, orientaient préférentiellement leur regard vers la gauche, correspondant au traitement cérébral des informations menaçantes, et manifestaient un état de vigilance accru. Les recherches de Mark Bekoff, biologiste américain émérite, ont également largement contribué à la reconnaissance scientifique des émotions animales. Ils montrent que les animaux sont capables d'empathie, de compassion, de deuil, de jalousie, de joie ou encore de frustration. On peut observer sur les réseaux sociaux de plus en plus de vidéos montrant l'importance de leur réseau, de leur famille et de toute leur interaction dans l'environnement. Ce qui est particulièrement intéressant dans ces travaux, c'est qu'ils nous expliquent que ces émotions peuvent être observées scientifiquement sans passer par notre biais anthropomorphique. Les travaux de Frans de Waal, primatologue et éthologue néerlandais, ont eux aussi montré que les émotions ne sont pas le propre de l'homme. Elles constituent une continuité dans l'évolution. Ces recherches sur l'empathie sont aujourd'hui devenues incontournables. L'un des laboratoires les plus actifs, notamment dans ce domaine, est celui de Martin Osberger à l'Université de Rennes. Ces recherches montrent notamment que les chevaux développent des états émotionnels chroniques. Leur bien-être influence directement leur capacité cognitive. Le travail et les conditions de vie modifient profondément leur état émotionnel. Donc nous voyons à travers toutes ces recherches à quel point leur réceptivité est multiple, leurs émotions sont très nuancées, ont des colorations bien plus sensibles, bien plus fines que nous pouvons l'imaginer. Et la voix. Les chevaux sont également capables de la décoder. Des travaux récents montrent qu'ils différencient les voix joyeuses de celles qui expriment l'anxiété, la colère ou la tristesse. Leur réponse dépend également de leur propre état émotionnel, évidemment, comme nous l'avons vu, ainsi que la relation qu'ils entretiennent avec leur humain de référence. Une autre notion très importante est celle de la cohérence émotionnelle de l'humain. Si nous sommes capables de réguler notre état émotionnel intérieur et que nous pouvons arriver dans un état de neutralité à côté de notre animal de compagnie ou de notre cheval, celui-ci aura aussi une perception qui sera beaucoup plus ouverte et qui permettra de justifier en fait de sa résonance avec nous dans quelque chose de beaucoup plus vertueux. De nombreuses expériences utilisent la diffusion d'enregistrements sonores, appelés playback. Elles suggèrent qu'il pourrait exister une capacité relativement universelle à reconnaître les émotions d'autres espèces. Toutefois, les chercheurs débattent encore pour déterminer si les animaux identifient principalement la valence émotionnelle, c'est-à-dire le caractère positif ou négatif d'une émotion, ou plutôt son intensité. Plusieurs chercheurs proposent que certaines caractéristiques acoustiques des vocalisations émotionnelles soient universelles. Bon, après, je vous laisse votre propre jugement, évidemment.
La relation entre l'humain et les animaux domestiques constitue donc un excellent modèle pour explorer cette hypothèse. Les études ont déjà été réalisées chez les chats, les chiens, les chevaux, mais aussi les chèvres. Il apparaît également que les informations auditives jouent parfois un rôle plus important que les informations visuelles dans la reconnaissance des émotions. Bien que les travaux disponibles montrent que les animaux domestiques sont capables de distinguer, voire de reconnaître les émotions contenues dans la voix humaine, un nombre aussi croissant d'études indique que cette capacité dépend également de plusieurs facteurs. Comme toujours, c'est multiple. Donc la familiarité avec la voix entendue, la qualité et la nature des contacts avec les humains, les conditions de vie de l'animal, son humeur et son état émotionnel du moment. Évidemment, comme vous l'entendez, rien n'est tout blanc ou tout noir. Les animaux sont aussi capables d'associer une voix humaine aux expériences positives ou négatives vécues avec cette personne et peuvent également généraliser ces expériences à de nouveaux humains. Donc si l'on regarde l'aspect positif, nous pouvons avoir des comportements qui se répètent et de façon très vertueuse. En revanche, je vous laisse imaginer pour les traumatismes qui sont vécus à quel point c'est important de pouvoir désengorger, désengrammer ce qui a pu arriver pour que ça ne se reproduise pas auprès d'autres personnes qui pourraient l'accompagner. Il est donc tout à fait plausible que leurs souvenirs influencent la manière dont ils interprètent la voix d'une personne inconnue. Les expériences négatives semblent d'ailleurs laisser une empreinte bien plus forte que les expériences positives. Tout comme nous. On se ressemble tellement. Avant de conclure ce podcast, je souhaitais parler des expressions faciales du cheval. Aujourd'hui, plusieurs équipes utilisent le Horse Grimace Scale pour évaluer la douleur, l'analyse des oreilles, des naseaux, des yeux et des muscles faciaux afin de mesurer leurs émotions. Les chevaux possèdent un répertoire d'expressions faciales plus riche que celui de la plupart des autres espèces animales. Les chercheurs ont identifié 805 expressions faciales différentes, produites grâce aux mouvements coordonnés de 17 zones du visage. Je trouve ça vraiment extraordinaire. En conclusion, nous pouvons voir que c'est un sujet qui mérite une profonde réflexion. Encore une fois, décentrer notre manière de voir les émotions des animaux m'apparaît primordial. Sortir d'une vision anthropocentrée est essentiel. Mais je vous l'accorde, ce n'est pas évident. Lorsque nous sommes dans l'affect, lorsque nous sommes profondément attachés à nos animaux, ou lorsque notre lien d'attachement devient parfois un peu trop fusionnel. La couleur et la teinte que nous donnons aux émotions, notamment aux nôtres, ne sont pas toujours regardées avec les bonnes lunettes. Quelqu'un récemment m'a fait prendre conscience de l'importance de changer de lunettes. Et c'est précisément l'objet de ce podcast. Vous proposer une autre paire de lunettes, un autre regard, ou du moins une réflexion sur ce qui peut être exploré, afin d'améliorer notre relation avec eux, mais aussi avec nous-mêmes. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce podcast et que vous souhaitez en savoir davantage sur les recherches évoquées, je vous mettrai les liens vers toutes les sources et les ressources qui m'ont permis de construire ce contenu. Je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour un nouveau sujet. À très bientôt.